Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Luc Terlink. Bonjour Luc. Bonjour Rio. Je suis hyper content de pouvoir faire cet épisode avec toi. On a commencé à discuter et je me suis dit que ça allait durer des heures. Donc il y a un moment, on s'est dit tiens, on va finir par enregistrer cet épisode. et surtout que on se connaît depuis très peu de temps, quelques minutes finalement. Mais via des posts LinkedIn, via connaissances finalement, c'est comme ça que j'en suis venu à te contacter. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Avec plaisir, Rio. Luc Terling, 55 ans, père de 3 enfants qui sont évidemment les plus merveilleux du monde, tu peux imaginer. Bien évidemment. Formation en gestion. Rentré chez Decathlon il y a un peu plus de 4 ans maintenant, quitté Decathlon au mois de juillet. Et Decathlon est pour ainsi dire la première boîte pour laquelle je bosse. Pas que j'étais en vacances jusqu'il y a 4 ans, mais en sortant de mes études, j'ai travaillé pendant quelques mois pour une entreprise. Mais entre cette entreprise et Decathlon, j'ai eu mes boîtes en fait. Alors, petite précision, effectivement, nous sommes mi-octobre 2023 pour ceux qui nous écouteraient dans beaucoup plus longtemps. Donc, quand tu parles de juillet, c'est de juillet 2023. Ah, ok, absolument. Juillet 2023, j'ai quitté Decathlon. C'est l'avantage du podcast, c'est que ça peut avoir une utilité aussi dans plus longtemps, mais il faut quand même qu'on arrive à resituer les gens en termes de chronologie. Parfait. Tu nous as présenté un petit peu ton parcours très rapidement. Est-ce que tu voudrais évoquer peut-être tes différentes boîtes, puisque c'est quand même 20 ans de ta vie, avant d'en venir à ton épisode Decathlon? Oui, je peux, surtout que ça va permettre d'une transition vers l'épisode Decathlon. Je vais très vite dans le début. J'ai créé des petites boîtes dans la distribution de fournitures de bureau, dans la distribution de produits électroniques, et puis j'ai eu le sentiment que j'étais plus orienté service que produit. J'ai créé une petite agence de marketing sportif qui a mené à développer un réseau de dirigeants qui avaient un intérêt pour le sport. Et ce réseau de dirigeants qui avaient un intérêt pour le sport s'est transformé en réseau de plus en plus grand et a transformé un peu nos services. Et la dernière boîte qui est toujours en activité d'ailleurs m'a mené à organiser et animer plus ou moins 1400 tables où on réunissait 4-5 dirigeants d'entreprise sur des sujets d'intérêt commun, de grosses boîtes établies en Belgique. En 2015, je crois plus ou moins, j'ai commencé à avoir des dirigeants de Decathlon Belgique qui venaient à ces tables. Un premier, un deuxième, un troisième, et les 3 étaient dans des postures complètement différentes de tous les autres dirigeants que je rencontrais. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mieux que les autres, mais ils étaient dans des postures qui, moi, me touchaient beaucoup plus. Un autre état d'esprit, quoi. Ouais, un autre état d'esprit. Et puis, je les entendais aussi parler de l'approche managériale, de ce qu'ils vivaient chez Decathlon, qui était aussi complètement en décalage avec tout ce que j'entendais des autres dirigeants. Je peux donner quelques exemples. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est quand Romuald Sanen a pris le lead RH chez Decat. C'était... en fait, l'ancien CEO du groupe, Michel Abaleya, avait vraiment voulu donner beaucoup d'autonomie, de liberté aux équipes sur le terrain. Et la Belgique est le pays qui était le plus loin. C'est reconnu par le groupe, en fait, dans cette prise de liberté autour de l'entreprise libérée, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais on s'en fout de mes préférences. C'est les faits qui nous intéressent. Ouais. Et je te donne quelques exemples. Le recrutement, c'était plus ou moins entre les mains d'HR, comme des ressources humaines, comme dans toutes les boîtes. À partir de 2014, les gens dans les magasins pouvaient recruter eux-mêmes leurs collaborateurs. Ensuite, les directeurs de magasins, c'était une approche top-down entre les mains des directeurs régionaux ou du CEO. Un peu après 2014, les gens pouvaient choisir eux-mêmes leur directeur. Il y a des magasins qui ont souhaité ne pas avoir de directeur. C'était accepté. Incroyable. Il y a un magasin qui a souhaité ne plus imposer le nombre de jours de congé aux équipes. C'était accepté aussi, même si ça a changé par la suite parce que c'était un peu le bordel quand même. J'imagine. Chez Decathlon, on pouvait définir nos salaires nous-mêmes. En fait, il y a tout tourné autour d'un principe, d'un process qui s'appelle l'advice process. N'importe qui pouvait prendre n'importe quelle décision à condition d'aller consulter 5 personnes qui allaient être impactées par cette décision. Mais même si les 5 personnes te disaient « c'est une très mauvaise idée », tu pouvais quand même y aller. Et tout ça reposait sur une immense confiance dans les gens et dans leur capacité à, si j'ai une idée, si je vais chercher du feedback chez des experts sur les sujets qui vont être impactés, je prendrai les décisions les plus responsables. Et dans le pire des cas, on va se planter, mais on va apprendre.
Et c'était vraiment la culture qui se vivait chez Decathlon en Belgique, en fait. Et donc, moi, j'entendais régulièrement parler de ça aux tables que j'organisais dans ma boîte. Et comme je te le disais tout à l'heure, d'ailleurs, après 20 ans de thérapie, j'ai compris rapidement donc que j'étais pas un chef d'entreprise. Et les deux en parallèle, je crois pas trop mal me connaître, hein, j'espère, après 20 ans de thérapie, je me connais quand même un petit peu. Je pense que ce que j'aime faire et ce que je sais faire, c'est conceptualiser des projets à potentiel d'impact, et ceci, c'est dit sans aucune prétention, mais c'est ce que j'ai toujours en moi depuis. Une de mes blessures l'expliquera en fait, mais je vais pas rentrer dans ce point-là. Donc conceptualiser, j'aime bien mobiliser de l'énergie autour de ces projets, j'aime beaucoup. Et là, chez Decathlon, je me suis dit, mais enfin, tu as toute la liberté, tu pourras avoir toute la liberté pour pouvoir conceptualiser et mobiliser toutes les ressources dont tu as besoin pour. Un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le CIO belge, Faustino, pour lui dire, Faustino, je veux venir bosser chez vous. Et il m'a dit, Luc, crée ton job et t'es le bienvenu. Et j'ai créé mon job et j'étais le bienvenu. Ça s'est passé exactement comme ça. Dingue. Et qu'est-ce que tu as fait pour créer ton job? Parce que évidemment, ceux qui connaissent ton nom savent peut-être de quel projet on va parler, mais j'imagine que tu n'as peut-être pas forcément commencé par ce projet-là. Ah, mais le projet dont on va parler, c'était à des années-lumière J'avais pas cette idée-là du tout, en fait. Moi, je suis rentré chez Decathlon dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model. Et dans la boîte où j'organisais ces tables, ou plutôt la boîte qui me faisait organiser cette table, elle était née de conviction profonde, en fait. C'est que les solutions, elles vont pas venir d'entreprises repliées sur elles-mêmes, mais plutôt dans des dynamiques de partage et de coopération, de co-création. Moi, j'étais venu avec cette idée-là, une méthodologie pour favoriser le partage et la coopération, en espérant trouver une idée avec d'autres organisations ou pas. Donc, j'étais loin de l'idée WePlay Circular. Et en fait, j'ai passé 8-9 mois à appliquer cette méthodologie, à rencontrer énormément de gens en interne et en externe, à beaucoup écouter en interne et en externe. Et après 8-9 mois, j'ai eu une énorme révélation qui a donné naissance au projet WePlay Circular. Donc là, on est en 2017 à peu près? Non, on est en 2020. Je suis rentré chez Decathlon en septembre 2019. Ok. Et l'idée m'est venue en avril 2020. Une sacrée année 2020. Une sacrée année 2020. Ok. Et maintenant qu'on y est, est-ce que tu peux nous présenter cette idée ô combien lumineuse? Oui. Alors, avant l'idée, il y a une prise de conscience qui m'est tombée dessus sous la forme d'une révélation. En fait, je me souviens, j'étais en réunion avec un collègue et quelqu'un d'autre, peu importe, on était 3. Et une des personnes dit un truc, je ne sais même plus quoi. Et là, je me suis dit, waouh, vraiment, ça m'est tombé sur la tête en une fraction de seconde. D'ailleurs, je ne savais plus du tout écouter ce qui se disait dans la réunion. C'était tellement énorme. Et cette révélation, c'est quoi? Et c'est certainement évident pour toi, Brieux. Enfin, c'est pas certainement, c'est évident pour toi, comme ça le sera pour beaucoup de tes auditeurs. Moi, ça l'était pas. C'était vraiment tout nouveau. Et je pensais d'ailleurs que j'avais inventé un truc, mais je me suis vite rendu compte que j'avais rien inventé du tout. Et cette révélation, c'est quoi? C'est que en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter, on peut potentiellement rentrer dans des modèles super vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, les retailers ou les entreprises qui vendent des produits, toutes. La planète. Pourquoi? Parce que dans ces modèles, au plus on conçoit, au plus on produit, au plus on met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables. Et ce que j'entends par durable, c'est vraiment la durée de vie des produits. Bien sûr. Plus les produits seront qualitatifs et durables, plus on va pouvoir les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, les gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix et ou en ajoutant du service et de l'expérience, mais aussi avec toute la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus qualitatif et durable. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc là, tu nous décris finalement l'économie de fonctionnalité de façon assez classique, mais là où tu as fait un shift hyper puissant, c'est que tu ne l'as pas appliqué uniquement à un produit, mais à beaucoup plus. Ouais. Et ce qui m'a amené à ça, je crois qu'il y a une partie de ma nature, c'est que je suis un peu un fainéant et j'aime bien tout de suite aller à la cible. C'est une vraie qualité. Mais il y a aussi... En fait, c'est cette équation vertueuse dont je parlais tout à l'heure que j'ai encore envie de résumer en deux phrases, si tu veux bien. La révélation pour moi, c'est que dans les modèles usage versus propriété, potentiellement, plus les produits sont de qualité,
plus les prix pourraient diminuer, mais cette fois-ci en mettant une pression positive sur la chaîne en amont. Ce qui est pour moi un shift à 180 degrés par rapport au modèle dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux de la qualité, tu dois la payer cher. Comme les entreprises veulent faire des volumes, on met de la pression sur cette qualité, et en mettant de la pression sur la qualité, on met de la pression sur la chaîne en amont, au niveau écologique et au niveau social. Là, dans ces modèles, et théoriquement c'est irréfutable, ça pourrait être un shift à 180 degrés. Plus la qualité est là, plus les prix diminuent avec une pression positive. C'est exactement ce qu'on essaie de résumer par cette phrase, c'est passer de modèles de renouvellement, de business model de renouvellement à des business models d'efficience, d'optimisation de l'existant. Et effectivement, par exemple, il y a Mobion qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Absolument, oui. Et alors pourquoi pas sur une typologie de produit et on y va d'acide, la raison que je t'ai expliquée là. Et puis je me suis dit, j'ai retourné d'abord seul avec moi-même parce que je pensais que j'avais inventé un truc en prenant conscience de ça. J'ai pas osé en parler en fait. Je me suis dit, c'est trop énorme, retourne ça dans tous les sens. Et j'ai retourné ça dans tous les sens. C'est théoriquement irréfutable. Et puis j'ai commencé à très vite me rendre compte que j'avais rien inventé, que c'était connu de toutes celles et ceux qui s'étaient intéressés même de loin à ces sujets. Par contre, ce que j'ai aussi compris en me rendant compte que j'avais rien inventé, c'est que autant tout le monde qui s'est intéressé à ce sujet va formuler ce que je viens de te dire avec d'autres mots, mais bien sûr. Ouais. Par contre, j'ai trouvé personne qui avait démontré ou mis en place des projets qui avaient réellement démontré ça de manière impactante. Et donc, ce que je me suis dit tout simplement, c'est on va se mettre en mouvement sur le modèle qui a le plus de potentiel d'impact. On va proposer une solution qui permet à nos clients d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel et tout le catalogue de Decat est à votre disposition. Truc de dingue. Comment ? Truc de dingue. Et ce que certains ont appelé, alors je sais pas si c'est toi, quelqu'un de ton équipe ou des journalistes, le Netflix de Decathlon, quoi. Oui, c'est comme ça que ça a été qualifié par l'extérieur. Je me demande si même moi j'ai pas utilisé cette terminologie là au début. Mais moi je trouve que ça permet de vraiment simplifier la compréhension du sujet. Ouais. Quoi. Ou le Spotify aussi, on avait entendu. Ouais. Ok, et alors non seulement tu as eu l'idée, mais ce qui est intéressant c'est que tu l'as testé, enfin avec tes équipes en tout cas. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Parce que moi la première fois que j'ai entendu parler de WePlay Circular, ça devait être au printemps ou été 2022 quoi. Ouais, le projet, la première phase d'Explo a démarré en février 2021. D'accord, ok. J'ai envie de revenir sur le contexte ou la culture, l'approche managériale de Decat dont je parlais tout à l'heure. J'ai le sentiment aujourd'hui avec le recul que un projet comme celui-là n'aurait pas pu voir le jour dans un autre contexte. Parce qu'évidemment que quand j'ai eu cette idée, il y a plein de gens qui sont venus me dire, mais enfin Luc, allons-y progressivement, commençons par une typologie de produit, par une verticale, mais pas tout. Comment est-ce qu'on va trouver de la rentabilité sur 35 000 références? Mais j'ai entendu tous ces feedbacks et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qu'on risque de se mettre en mouvement par le budget qui sera alloué au projet? Et le budget finalement était de 250 000 € pour Decathlon, ce qui n'est pas grand-chose. On a reçu un complément aussi de la région bruxelloise de 88 000 €. D'accord. Donc un budget de 238 000 € pour explorer. Avant de partager les enseignements, on s'est quand même demandé, je contextualise un peu plus. Bien sûr. On s'est demandé à quels besoins on pouvait plus spécifiquement répondre avec cette solution. Et on a pensé aux familles. Pourquoi les familles? Parce que dans les familles, il y a des enfants, que les enfants veulent régulièrement découvrir ou pratiquer de nouveaux sports, parfois à peine pour quelques heures, que les enfants grandissent, et donc parce qu'ils grandissent, ils doivent changer régulièrement d'équipement. Je crois qu'en moyenne, si je ne me trompe pas, c'est tous les 10 à 12 mois. Et enfin, il y a les activités où ils doivent changer d'équipement parce qu'ils évoluent techniquement dans leur sport aussi. Bien et sûr. enfin, il y a les activités sportives saisonnières des familles, comme le ski, la randonnée, le kayak. Donc, beaucoup de gaspillage économique et écologique dans le tissu familial. Peut-être que cette solution allait répondre plus particulièrement à ce besoin-là. Et donc, on s'est mis en mouvement. Les 238 000 € nous ont permis d'accueillir 70 clients. Donc, sur un magasin spécifique en Belgique, je suppose? Sur 2 magasins. Le Ok. magasin de Bruxelles et le magasin d'Anvers. Un des magasins à Bruxelles et un magasin à Anvers qui ont joué le jeu. En fait, on a envoyé un emailing communication orientée famille aux bases de données de ces 2 magasins et les premiers arrivés, premiers servis. Et en combien c'était dans un mode testeur. Et en combien de jours ou semaines vous avez eu les 70 ça a pris volontaires? un peu de temps quand même. Ouais. C'était une communication hyper discrète. Et c'était mode testeur. D'accord, ouais. Je sais plus te dire combien de temps, mais ça a pris un peu de temps quand même. Okay. Et puis à un moment, ça a accéléré, mais on pouvait plus accepter de nouveaux clients parce qu'on n'avait pas le budget pour en accueillir plus. Oui, et puis il fallait mettre en place le test, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a proposé 3 formules d'abonnement à
à ces familles. Les prix aujourd'hui, c'est 25 € par mois pour un plafond de 400. Alors, quand tu dis 400, c'est on a accès à 400 € dans le catalogue Decathlon. Oui, je vais t'expliquer. Ouais. 25 pour 400, 50 pour 1000, 95 pour 2000. Et le plafond, c'est quoi? C'est la valeur maximale des produits dont le client peut disposer au même moment chez lui. Donc, imaginons que tu as souscrit à l'abonnement 50 pour 1000, tu as pour 950 balles de matériel chez toi, vélo, raquette, que sais-je, tu veux faire du kayak ce week-end, le kayak coûte 200 balles, 950 plus 200, tu vas dépasser ton plafond de 1000, tu peux pas. Tu dois rapporter du matériel pour prendre le kayak, mais tu peux rapporter le kayak à la fin du week-end, te reprendre d'autres matériels et changer tous les jours si tu veux. Bien sûr. Ok. Encore un élément de contextualisation parce que, évidemment, et je comprends tellement, c'est un projet qui soulevait des centaines de questions sur comment on va faire quand. Et de nouveau, l'approche managériale belge nous a permis de mettre un cadre qui était favorable à ce genre d'explo. C'était, écoutez, je comprends toutes les questions sur comment on va faire quand, mais est-ce qu'on est confronté à ces problèmes aujourd'hui? Non? Eh bien, je propose qu'on mette ces questions en suspens. Tout simplement. Tout simplement, oui. On va se mettre en mouvement, on va capter de la donnée et voir si avec ces données, on peut trouver un modèle. Et c'est les données, les observations qu'on va faire dans le mouvement qui vont éclairer nos décisions d'après. Bien sûr. Donc, il y a des questions, comment toutes sont pertinentes, on les met dans un tiroir et on verra si un jour on s'y frotte, quand on s'y frotte, dans la situation dans laquelle on sera, si on peut trouver des solutions ou pas. Ok, excellent. Et justement, comment s'est passé ce test? Quels ont été les retours? Alors là... C'est là qu'on arrive à la partie la plus croustillante finalement. Oui, effectivement, croustillante comme tu dis, ou enthousiasmante. Ouais, complètement. Les enseignements qu'on tire de cette exploration ils sont vraiment tellement enthousiasmants. Le plus enthousiasmant pour moi, c'est que, et c'est valable pour d'autres retailers que Decathlon, je peux étendre ça, je pense, à toutes les entreprises qui vendent des produits qui ne coûtent pas trop bon marché, des produits dont la valeur économique ne se dégrade pas trop rapidement. Et voilà, je pense que c'est les enseignements que je vais partager maintenant, c'est valable dans des échelles plus ou moins similaires pour toutes celles et ceux qui se mettraient en voie. Je crois, parce que je n'ai fait que chez Decathlon, je vais le faire bientôt pour d'autres, mais je suis plutôt confiant. On verra Bien sûr. Dans le mouvement. Mais l'enseignement le plus enthousiasmant pour moi, je ne sais pas si tu partages ça, Brieux, mais je crois qu'il y a une croyance très répandue dans le monde de l'entreprise que baisser l'impact environnemental, ça sera au détriment de la performance. Oui, tout à fait. Eh bien, ce que le Sexplo a mis en évidence, c'est qu'on serait sur un modèle où la baisse de l'impact environnemental accompagne l'augmentation de la performance. C'est corrélé. Et en fait, quels sont les deux facteurs clés de performance dans ces modèles-là? Ce sont, les coûts de logistique inversés. Comment est-ce qu'on peut réduire ces coûts de logistique inversés? C'est ce que l'Explo et les réflexions qu'on a menées les mois qui ont suivi m'ont convaincu en tout cas. C'est qu'en plus de l'abonnement, on doit faire payer un prix par produit que le client utilise pour couvrir ses coûts de logistique inversés. Même en faisant payer ces coûts de logistique inversés par le client, sans avoir écrasé ses prix, sans industrialiser, sans partenariats locaux, sans défiscaliser, il y a des leviers pour écraser ses coûts. Même sans écraser ses coûts, ça resterait 3 à 6 fois moins cher pour le client. Incroyable. Et en plus, on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais ça permet aussi de responsabiliser les gens, parce qu'on peut imaginer qu'un effet pervers, le fameux taux de rebond, enfin l'effet rebond de ce type de modèle, c'est de dire, en fait, les gens font n'importe quoi, ils changent de matériel tous les jours, mais le fait d'impliquer les gens sur les coûts logistiques a déjà ce premier effet, c'est au moins responsabiliser les gens en termes d'utilisation finalement. Et puis le deuxième aspect que j'y vois, c'est qu'on pourrait enfin mettre en place ce que j'appelle le fameux remade in France, ou remake in France, c'est-à-dire que tous les politiques nous parlent de fabriquer en France, etc. Alors qu'en fait, il va falloir juste qu'on fasse en sorte d'avoir des vraies filières de réparation, de reconditionnement, de remanufacturing, etc. Et là, je trouve que ça donne un élan incroyable. Oui, et je te parlerai d'une opportunité extraordinaire, ce genre de modèle sur relocalisation Made in France ou autre, qui est pour moi extraordinaire dans ce genre de modèle, et valable pour d'autres que Decathlon, encore une fois. Mais j'ai envie de te préciser une petite chose que j'ai oublié de te dire dans les 3 formules d'abonnement.
le client avait deux contraintes, enfin une contrainte. Il y avait deux choses qui étaient imposées. La première, si un produit existe dans le stock d'occasion, c'est ce produit-là que le client utilisera. On ne sort pas un produit neuf. Bien sûr. Deuxième contrainte, le client prend soin des produits. Il les nettoie et les entretient. Donc ça aussi, je pense que ça fait du sens par rapport à ce que tu disais. Bien sûr, la responsabilité. On prend soin des produits, quoi. C'est pas... et évidemment, l'aider avec des tutoriels. Voilà comment entretenir ton vélo, nettoyer ton sac de couchage ou ce genre de trucs. Facteur clé de performance, logistique inversée. L'idée, c'est de faire payer par le client. Et ça reste 3 à 6 fois moins cher pour lui. Deuxième facteur clé de performance, les investissements dans le stock, les produits. Et comment est-ce qu'on peut baisser les besoins en renouvellement du stock ? Eh bien, en améliorant la qualité de vie et en allongeant la durée de vie, la qualité des produits et en allongeant la durée de vie des produits, en améliorant la réparabilité et la facilité d'entretien, en fait, en développant les gammes les plus extraordinaires, les plus techniques, les plus design, les plus durables dans le temps, voire éternelles. Complètement. Ouais. Ça va baisser les besoins en renouvellement du stock et ça va augmenter la performance du modèle. Deuxième moyen de baisser les besoins en renouvellement du stock, c'est de diriger les clients vers les produits les plus durables. Je te donne un exemple. Chez Artengo, qui est la marque tennis Decathlon, il y avait en tout cas 3 raquettes débutants. Et de manière empirique, pas scientifique, empirique, chez Artengo, ils sont convaincus qu'une de ces raquettes est plus durable que les autres. Parce qu'elle traîne dans les clubs depuis la nuit des temps. Et cette raquette est probablement la plus chère des 3. Eh bien, en fait, ce sont des modèles qui poussent à tout le temps diriger les clients vers les produits les plus durables et les plus qualitatifs. Et là, pour moi, c'est pas de la magie, c'est de la compta, mais c'est une des vertus de l'économie d'usage. Comment est-ce qu'on peut diriger les clients vers les produits les plus qualitatifs ? Et je reviens à la fameuse équation vertueuse, ma révélation, c'est que les produits les plus qualitatifs et les plus durables, on a tout intérêt à déprécier la valeur dans ces modèles-là. En fait, que ces produits les plus chers deviennent les moins chers. Bien sûr. Pour favoriser la réutilisation et donc on doit moins investir dans du stock. Oui, c'est juste qu'on change effectivement la transaction, c'est-à-dire que tu as un nombre d'utilisateurs potentiels de la même unité produite qui change tout, la durée d'utilisation, etc. Bref, on en revient au gain évoqué tout au début, quoi. Oui, absolument. Et c'est magique ça quand même, hein. C'est vraiment le changement de paradigme. Plus tes produits sont de qualité, moins ils pèsent en fait, moins leur valeur est au moins cher ils sont, quoi. Moins tu produis, moins tu extrais de matière, etc. À ce jour, hein, j'ai rien à vendre là-dessus, mais à ce jour, vraiment, on n'a vu que des vertus dans le modèle. Ça veut dire quoi des vertus ? Ça veut pas dire que c'est bon pour la planète, hein, mais c'est tellement moins mauvais en fait. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un premier renseignement. Et je peux te partager un chiffre pour parler impact non pas environnemental, mais CO2. Un client WePlay Circular, c'est comme ça que s'appelle le projet, ce serait quand la croissance se stabilise. Pourquoi je précise quand la croissance se stabilise ? Parce que la principale source d'émissions, c'est le produit. Chez les 4, c'est 80%. Donc, tant qu'on est en croissance exponentielle, qu'on va chercher beaucoup de clients, on doit beaucoup investir dans des produits, donc les émissions CO2 sont plus élevées. Mais une fois que la croissance se stabilise, on pourrait arriver, par client WePlay Circular, à des émissions CO2 équivalentes à 36 kg de CO2 par an. Juste à titre de comparaison, un vélo, chez Decathlon, dans le modèle achat-vente, c'est 117 kg de CO2. 3 fois plus. Une veste de ski, c'est 60 kg de CO2. Presque 2 fois plus. Et les clients avaient utilisé, pendant la première phase d'exploit, en moyenne 24 produits par an. Je prends un bête exemple. Imagine que le produit moyen, c'est 60 kg de CO2. Si tu les achètes, c'est 24 fois 60, 1440 kg de CO2. On est à 36 sur un client qui a une famille qui utilise 24 produits, divisé par 40 plus ou moins. C'est incroyable. Donc, on ne parle pas ici de petites baisses, de petites précisions fort importantes. On a capté de la donnée sur 70 clients. Et ce qu'on a fait, ça reste des projections. Mais on a quand même beaucoup bousculé les chiffres dans tous les sens. Et même avec une grosse marge d'erreur, que ça soit divisé par 40, par 30 ou par 50, enfin, c'est des... Oui, bien sûr. Donc ça, c'est on va dire, une partie des impacts environnementaux, même si là, vous l'avez évalué principalement sur l'aspect impact carbone, mais on pourrait aussi imaginer, enfin, ce serait tout aussi cohérent sur tout ce qui est extraction de matière, impact sur la biodiversité, enfin bon, bref, on va pas insister là-dessus, mais sur l'aspect économique également, en fait, c'est ça qui va être hyper puissant. Oui. Et effectivement, ça va être le déclencheur, hein. Je pense que les entreprises ne vont pas... leur objectif, d'abord, c'est de faire du fric. Et je dis ça sans juger, c'est comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce projet ou ce modèle a démontré,
c'est que le potentiel de profitabilité est énorme en fait. Ouais. Et il ne s'agit pas d'être un grand financier pour comprendre ça. En fait, c'est très simple à comprendre, enfin relativement simple à comprendre. Imagine que tu conçois, produis les produits les plus extraordinaires et les plus durables, voire éternels. Éternels, c'est possible sur beaucoup de typologies de produits. Il y a un moment, tu les as amortis dans ta comptabilité. Donc, ils sont plus en charge. Ouais. Et ces produits, tu les mets à disposition d'un marché qui prend en charge le passage de main à main. Ils payent les coûts de logistique inversés et ils nettoient et entretiennent eux-mêmes les produits. Mais tes revenus, c'est de la marge brute, en fait. Ouais, c'est ça qui devient complètement incroyable. Et tu arrives à des taux de profitabilité, je sais pas, quelque part de manière large, je crois pour les entreprises, entre 40 et 70%, ce qui est 8, 10, 14, 15 fois plus que les modèles aujourd'hui. Ouais, et puis en plus, là, tu parles non seulement par rapport au prix actuel, mais en plus, on pourrait aussi revoir un petit peu cet aspect, c'est-à-dire que, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces chiffres-là, que ce soit sur les aspects économiques ou environnementaux, ils sont que sur les produits tels qu'ils sont produits aujourd'hui. Oui. Les calculs qu'on a fait, c'est sur base de la réalité d'aujourd'hui. En fait, on n'a pas fait de projection sur qu'est-ce qui se... Enfin, si on en a fait, on pourrait augmenter la performance écologique et environnementale en allongeant la durée de vie des produits, etc., etc. Mais ce qu'on a fait, c'est sur base de la durée de vie des produits aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez dingue. Ce projet, donc, il est assez dingue. Actuellement, il a été testé en Belgique. Toi maintenant tu as décidé d'aller vers d'autres horizons, tester ou déployer ce modèle ailleurs. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette suite? Oui, je peux en dire un peu plus. La raison principale qui fait que je ne suis plus chez Decat aujourd'hui, c'est que le projet devient très opérationnel et que les opérations, c'est vraiment pas ma zone de plaisir, de confort, de compétence. Pour être tout à fait sincère, ça m'emmerde. Et je comprends, hein, mais j'ai aucun plaisir en fait, mais vraiment aucun plaisir. Et le projet est piloté aujourd'hui par Séverine, qui est énorme en fait sur ces sujets. Elle est vraiment énorme. Il y a une équipe qui pilote le projet qui est juste dingue. Et le projet devenant très opérationnel, Decat et moi, on est tous d'accord pour dire que j'ai apporté ce que je pouvais au projet. Mes recommandations aujourd'hui, elles tiennent sur 4 lignes. Et donc, Decat, c'est fini. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'aventure est tellement dingue, le potentiel est tellement énorme. Je suis considéré par tous ceux qui me connaissent bien comme un optimiste invétéré. Et moi, je pense même que mon optimisme frôle la naïveté et l'idéalisme. Je tiens à préciser quand même que j'étais entouré de plein d'experts sur des sujets clés qui étaient moins optimistes que moi et que les chiffres que j'ai partagés, c'était pas juste les miens, quoi. Ils sont solides. Il y a un sujet sur lequel je suis beaucoup moins optimiste, c'est la vitesse à laquelle on va dans le mur face aux enjeux environnementaux. Et je me suis dit, ok, l'expérience là chez Decat, elle est à partager avec d'autres. Et aujourd'hui, je vais partager cette expérience avec d'autres. Je vais accompagner d'autres organisations sur des transitions similaires, sur des projets d'économie d'usage très ambitieux plutôt. Et puis avec une super carte de visite, puisque c'est un projet hyper ambitieux et qui a fait ses preuves, donc bravo à toi. Et tu voulais ajouter quelque chose sur WePlay Circular ou... Oui, WePlay Circular est dans une deuxième phase d'explo là, qui a démarré au mois de mai. L'idée, c'est de tester tout ça sur 1000 clients et puis... Encore en Belgique actuellement? Pour le moment, en Belgique, oui. Là, il y a 2 magasins, il y a un troisième qui va ouvrir dans les tout prochains jours. C'était prévu mi-octobre, et voilà. Ok. Et justement, tu as commencé à toucher du doigt le sujet, mais comment tu prends tes décisions au quotidien? Qu'est-ce qui sont, disons, tes incontournables pour prendre une bonne décision selon toi? Enfin, pour toi en tout cas. Mais c'est peut-être déjà de ne pas vouloir prendre des bonnes décisions, de décider, ou de décider d'avancer. Si tu fais le lien avec le projet, je suis vraiment pas fan de la théorie en fait. Tu vois, vraiment pas du tout. En fait. C'est compliqué pour moi de prendre de la théorie et vraiment très compliqué. Et je pense que cette difficulté que j'ai avec la théorie a permis aussi
de poser le cadre et de développer le projet comme on l'a développé en fait. Donc les croyances personnelles, on met ça de côté, on se met en mouvement et on voit ce qui se passe dans le mouvement et le mouvement nous éclaire. Et je pense que je suis comme ça et dans mes projets et dans mon rôle de père et enfin un peu dans tout quoi, d'essayer d'être de plus en plus dans le présent, pas trop dans la tête. Il y a une formule que j'aime beaucoup, qui parfois est mal comprise, et c'est quelque part une invitation que je fais aux entreprises et que je me fais à moi très très souvent, c'est d'être déraisonnable en fait. Et qu'est-ce que j'entends par être déraisonnable? C'est pas prendre des décisions et se foutre de conséquences, hein. C'est tellement pas ça, mais c'est arrêter ou en tout cas beaucoup moins rationaliser en fait. Ouais. J'ai pensé pendant une immense partie de ma vie que la vie était une équation à résoudre. Aujourd'hui, la vie, je la vois plus comme un truc à expérimenter en fait. Ouais, complètement. Et justement, je me permets de refaire le lien avec cette expérience WePlay Circular. Et avec ce que tu viens de dire, c'est que quels sont les éléments ou peut-être même les éléments de contexte plutôt qui sont indispensables pour permettre ce côté déraisonnable. Aujourd'hui, si je devais avoir, j'aime pas les conseils non plus, hein, mais si je devais, d'ailleurs, moi, si tu peux en faire un bilan. Non, mais je vais en faire. C'est tout à fait. En fait, tu vois que je ris de moi en le disant, hein, mais parce que j'ai structuré un petit peu l'approche et je me suis demandé, tiens, quel conseil je donnerais? J'ai retiré conseil et j'ai mis ce qui est précieux. Ouais, mais et je ris de moi en le faisant. Et en fait, pour moi, ce qui reste précieux pour ce genre de projet, il y a 3 éléments. Le premier, c'est la gouvernance, les projets d'exploration le plus loin possible de l'exploitation. Sans ça, l'exploitation va polluer l'exploration et l'exploration va polluer l'exploitation. Et donc, dans ce cadre-là, des projets ambitieux comme ceux-là, le pouvoir de décision à l'équipe qui a les mains dans le cambouis, en fait. C'est eux qui décident. Mais entourer cette équipe de conseils de gouvernance, de tout ce que vous voulez, d'experts, de détracteurs même, en fait. Challengez-les un max, mais laissez-les prendre les décisions. C'est eux qui sont le plus confrontés aux données, à ce qui se passe, aux observations, aux challenges ou autres. Je pense que c'est vraiment précieux. Aujourd'hui, je n'ai piloté qu'un projet de ce type, mais j'ai le sentiment que si ça ne fonctionne pas comme ça, ces projets vont être ou arrêtés ou au mieux amputés de leur puissance. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième, c'est de se mettre en mouvement, en fait. Je crois que les entreprises ont une tendance à vouloir tout anticiper. Comment on va faire sur ces sujets, quel impact sur la supply, quel impact sur la conception, quel impact sur la finance, le digital. Allons-y petit pas par petit pas, en fait. Tu vois, je te disais que la première phase a coûté 150 000 € à Decathlon et le seul objectif, c'était de capter de la donnée et d'éclairer le potentiel, en fait. Ben, si le potentiel était, 15% de profitabilité ou 70% de profitabilité, tous les comment on va faire, ça a un impact majeur, évidemment. Si tu dégages la profitabilité énorme, ça va être plus simple de répondre à des comment. Enfin, les réponses aux comment seront différentes. Donc, allez-y pas à pas. Et le premier pas, c'est d'éclairer le potentiel de ces modèles et ne commencez pas à essayer d'intégrer ça dans tous les process et les métiers existants. C'est le meilleur moyen d'arrêter le projet. Lâcher les fichiers Excel. Lâcher les fichiers Excel et lâcher l'idée de vouloir tout anticiper, en fait. De nouveau, le présent, capter de la donnée, puis éclairer vos décisions par ce qui se passe sur le terrain. Si vous n'êtes pas encore confronté à un problème, n'essayez pas de le résoudre, en fait. Attendez d'y être confronté. Peut-être que vous n'y serez même pas confronté. Et alors, il y a un troisième élément qui... Et je rêve de ça, en fait, Brieux. Je rêve d'une entreprise qui oserait faire ça. C'est l'ouverture et la transparence, en fait. Si ça tenait qu'à moi, un projet comme celui-là, je plaque le business plan sur LinkedIn, en fait. J'ai une intuition très, très profonde, c'est que en étant le plus transparent et le plus ouvert et sur les points de fragilité et de vulnérabilité aussi, je pense que c'est d'une puissance colossale. En fait, c'est un appel à l'aide et aux envies et aux intentions de participer, de contribuer à ce changement de paradigme vers des modèles plus soutenables, en fait. Ok. Moi, voilà les 3. Gouvernance, se mettre en mouvement sur des projets déraisonnables, très ambitieux, mais pas à pas, sans vouloir bousculer et anticiper toutes les réponses aux comment, et ouverture, transparence, partage, coopération. Notre fameuse évolution des consciences quand on reprend les initiales de l'économie circulaire. Absolument, oui. Et si tu te recroisais suite à la validation de ton recrutement chez Decathlon, à ton premier jour chez Decathlon, est-ce que
t'aurais un conseil à te donner, même si c'était il y a pas bien longtemps finalement. Est-ce que t'aurais quelque chose à te dire? Oui, avec le recul, je me dirais déjà, mais je le sentais déjà à ce moment-là, quelle chance et quel immense privilège d'avoir pu rentrer dans cette extraordinaire boîte qui donnait tellement de liberté et d'autonomie aux équipes. Et j'en sens une petite émotion qui monte en fait. C'est une chance et un privilège énorme. Énorme. Je sais pas si vous pouvez imaginer ça, ou tu peux imaginer ça, c'est que tu as une boîte qui te dit viens, tu peux créer, tu as tous les moyens à ta disposition et c'est toi qui décides. C'est juste incroyable. C'est énorme. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est énorme, quoi. Bon, vous n'êtes pas avec moi, mais il y a vraiment des vraies émotions sur les yeux de Luc. Donc, non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire, quoi. Et puis, quand on voit le résultat, c'est magnifique, quoi. Ouais, et d'être qu'on te fasse à ce point confiance, quoi. C'est... Ouais, c'est ouf. Et on va conclure un peu là-dessus, à moins évidemment que t'aies d'autres choses à ajouter par rapport à notre discussion. Oui, non, un truc que j'ai déjà dit, c'est si on conclut, c'est je crois qu'on soyons déraisonnables en fait. On va le garder ça. Moi, j'avais juste une dernière question. Tu nous as parlé de tes 3 enfants. Mais là, autant tout à l'heure, je t'ai proposé de te parler quand tu es arrivé chez Decathlon, mais si tu devais parler à tes petits-enfants de ce que tu as fait avec WePlay Circular, comment tu leur en parlerais, en fait? Enfin, alors, donc là, il faut s'imaginer peut-être dans 20-30 ans, je ne connais pas l'âge de tes enfants, mais histoire qu'ils soient en mesure d'avoir une discussion sur le sujet avec toi. Mais c'est pas pour c'est pas pour répéter la même chose, mais c'est des discussions que j'ai réellement souvent avec mes enfants. C'est soyez déraisonnables, quoi. Vraiment, hein, osez, quoi. Osez plonger dans vos peurs, plonger dans vos vulnérabilités, plonger dans vos fragilités. Essayez pas de tout vouloir résoudre, vivez, quoi. Ouais, carpe diem, quoi. Ouais, carpe diem, pas dans le sens faites la fête et faites la bringue. Oui, mais profitons pour expérimenter, être déraisonnable, comme tu disais. Ouais, explorer. Ok, génial. Bah, merci pour... Ouais, j'ai pas envie de dire de cri du cœur, mais cet appel à se lâcher, tout simplement, quoi. Ouais. Bah, avec plaisir. Merci, Brieux, pour... bonne route à toi, Luc, et puis au plaisir de se recroiser, j'espère bientôt. Avec plaisir. Évidemment qu'on se recroisera. Merci beaucoup, Brieux. Ciao, ciao. Ciao.